à Silver, qui a fait un long voyage du Burundi, qui a mis 2 jours pour venir. Donc, bienvenue, en tout cas à toi, Silver. Donc, on va commencer rudement, la violence, directement dès le matin, 8h30. Donc, on va revoir les grandes généralités, mais c'est important. On va revoir la définition. Qu'est-ce qu'est vraiment une violence ? Pour certains, vraiment, et selon d'où on vient, la violence n'est pas du tout représentée pareil. On va scinder la violence en trois interventions. Donc, je vais voir plutôt, moi, l'aspect, on va dire, social, et puis voir un peu déconstruire certains mythes. Après, Mégane va faire tout le versant psychologique, et surtout, après, Rose va nous évoquer une enquête faite à Ikambéré et des entretiens avec des patients. Voilà, on va essayer de faire rapide. Donc, la définition, elle est importante. Vous la connaissez probablement, c'est celle de l'OMS. Bon, donc la violence est un phénomène complexe, grave, omniprésent, qui affecte des millions de personnes dans toutes les sociétés, indépendamment de leur niveau de développement économique ou de leur culture. La violence sexuelle est souvent perçue comme un acte individuel, mais en réalité, elle a des racines profondément sociales. Elle reflète les rapports du pouvoir, des normes culturelles et des structures sociales qui la rendent possible, voire tolérée. Les violences sexuelles ont des effets profonds, non seulement sur les victimes, mais également sur la société. Donc, la définition de l'OMS, donc, c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres et de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Cette définition inclut tous les types et toutes les formes de violence. Il y a un tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, et ce, à son égard, en milieu de l'école, le travail, les communautés, ou au stade de la vie. De même, elle rend explicite les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale de la personne qui l'a subie. Donc, c'est important aussi, effectivement, de les regrouper. Il y a 4 formes de violence. Les plus connues sont physiques, bien évidemment. Frapper, tirer les cheveux est une violence. Les violences psychologiques, les violences sexuelles, donc on aborde depuis 2 jours. Et puis aussi, celles qu'on connaît beaucoup moins bien, ce sont les violences économiques. Priver une personne de son revenu, la priver de soins, la contrôler comme une personne, on contrôle son argent, on l'empêche en tout cas d'utiliser ce qu'elle gagne, l'empêcher de travailler, priver une personne d'éducation est une violence économique. Il faut aussi déconstruire des mythes. La violence, c'est rare. Non, c'est faux. Les violences sont fréquentes, sous-déclarées. 94 000 femmes ont porté plainte pour viol, dont on est à 52 000 plaintes pour viol, 36 000 pour tentative de viol. Les hommes aussi sont énormément victimes de violences. Donc là, on parle d'une femme sur 7, un homme sur 25, et une seule victime porte plainte sur 10. Souvent par peur de ne surtout pas être cru et par honte. Les agresseurs sont des inconnus, c'est faux. 80% des agressions sont commises par des personnes connues de la victime, proches, les partenaires, mais aussi les amis, les collègues, les voisins ou un membre de la famille. Les victimes provoquent les agressions. C'est bien sûr faux et culpabilisant. Aucune tenue, attitude ou consommation d'alcool, de stupéfiants ne justifie une agression sexuelle. Si la victime a bu ou consommé des drogues, elle est en partie responsable. C'est faux. Le consentement doit être libre et éclairé. Une personne sous emprise d'alcool ou de drogue ne peut consentir. Donc l'agresseur reste le seul responsable. Les hommes ne peuvent pas être victimes de violences sexuelles, bien évidemment, c'est faux, ainsi que les enfants sont victimes, les adolescents. Si une personne ne dit pas non, c'est qu'elle est d'accord, c'est faux. Le consentement doit toujours être explicite. Les fausses accusations de viol sont fréquentes, c'est faux. Une étude démontre, elle l'a dit Mégane hier, c'est qu'effectivement, la minorité est de 2 à 8%.
Les aspects sociaux, et ça on l'a vu et revu, mais c'est effectivement important quand même d'en reparler. Hein, les violences sexuelles comme fait social s'inscrivent dans des rapports sociaux de domination, notamment entre les sexes, les classes et les groupes sociaux. Le patriarcat et rapport du pouvoir dans ce contexte des violences sexuelles devient donc un instrument destiné à rappeler ou à maintenir une hiérarchie sociale et de genre. On prend l'exemple des viols en temps de guerre, les femmes utilisées comme armes de guerre, tout ça pour humilier, contrôler une population et la faire migrer. Ça, de toute façon, Solange pourra en reparler par rapport aux violences faites en RDC et dans toutes les guerres, malheureusement. La culture du viol, certaines représentations sont banalisées dans les violences sexuelles. La victime est blâmée, minimiser les faits, la sexualisation des femmes dans les médias. Les normes culturelles et socialisation genrée, les stéréotypes de genre jouent un rôle central. L'aspect économique, la pauvreté. Alors effectivement, les violences sont toutes les classes socio-économiques, mais effectivement aussi on sait que la pauvreté, la dépendance financière ou l'exclusion sociale peuvent accroître les vulnérabilités des victimes. Les conséquences sociales, stigmatisation des victimes, les survivants et survivantes sont souvent jugés, discrédités et rejetés, ce qui les pousse au silence. L'isolement social, la honte, la peur ou la perte des liens sociaux. La reproduction des inégalités, les violences sexuelles renforcent la domination masculine de la peur des femmes dans l'espace public. Le coût collectif, les violences sexuelles, entraînent les conséquences sanitaires, psychologiques, économiques dans les arrêts de travail, les soins médicaux, les procédures juridiques. Donc, comment avoir une réponse sociale institutionnelle? Donc, il faut travailler avec le système judiciaire et policier, souvent accusés de minimiser les plaintes et de mal accueillir les victimes. L'impunité des auteurs, avoir une justice plus protectrice, proposer des formations pour la police, les enseignants, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux. Manque de prise en soin des victimes dans les institutions, souvent inadaptées, création de centres d'accueil, des numéros d'urgence. En France, c'est le 3919, peut-être effectivement vous nous évoquez d'autres appels d'urgence à l'étranger. Les hébergements sont insuffisants pour accueillir des personnes victimes de violences et soutien psychologique et juridique gratuit en tout cas devrait être beaucoup plus important. L'absence de politique éducative et de prévention, peu de campagnes de sensibilisation sur le consentement et le respect. Donc, avoir une sensibilisation plus. Réseaux sociaux avec la banalisation du harcèlement en ligne, cyberviolence sexuelle. Travailler et surtout avec les leaders religieux et les leaders coutumiers. Transmission intergénérationnelle avec cette reproduction des comportements violents. Et mobilisation citoyenne des mouvements sociaux doivent avoir émergé encore avec, on connaît les plus importants, MeToo et Balance ton porc en France. Alors, je vais brièvement parler de comment on pourrait mener une prise en charge dans une consultation. C'est important déjà d'identifier les victimes de violences, les soutenir avec une écoute active et surtout croire les victimes. Ne pas mettre en doute en tant que soignant ce qu'ils peuvent nous raconter. On n'est pas là pour les juger en tout cas. La prise en soin aussi des violences fait partie aussi de prévention des IST, du VIH, fournir un traitement à une victime prévention du tétanos, prévention aussi des vaccinations comme l'hépatite B. Documenter la victime sur la violence, l'orienter vers d'autres ressources. Avoir et mener un entretien, c'est avoir une posture empathique, être surtout pas ethnocentré. Ce que moi je dis en tant que soignant, c'est la vérité. Non, il faut vraiment ouvrir le dialogue, sans gêne de la part du soignant. C'est un garant de bonne réceptivité de la part de la patiente dans cette discussion. Prendre soin d'éviter des représentations hétéronormées, d'être dans le jugement. S'acquérir de la situation sociale, conjugale, afin de mener l'entretien de manière appropriée. Où vivez-vous? Avez-vous des enfants? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie? Est-ce que vous avez des rapports sexuels? Comment se passe-t-il actuellement? Êtes-vous satisfait de votre sexualité? Au cours des derniers mois, avez-vous eu des désirs ou des pensées sexuelles?
Avez-vous du plaisir lorsque vous avez des relations sexuelles? Aborder les questions de multipartenariat, relations sexuelles protégées ou non, les relations transactionnelles, le consentement, le dépistage des IST, des infections génitales, aborder la contraception. Et en cas de signes évocateurs, rechercher les dysfonctions sexuelles, les dyspareunies. Dyspareunies, ce sont les douleurs, les dysfonctions érectiles. Repérer on va dire, les mutilations sexuelles. Hein, on sait que 20 millions de femmes dans le monde sont concernées, l'Afrique subsaharienne, mais aussi l'Inde, l'Indonésie. Et en France encore, il y a un gros travail fait pour les enfants qui retournent au pays pour retour à l'occasion de vacances, parce qu'on sait que là aussi, c'est un risque d'excision. Donc, dans la suite, c'est vous a-t-on déjà fait du mal, menacé ou blessé? Votre partenaire ou une autre personne a-t-il utilisé une partie de son corps ou un objet pour vous blesser physiquement? Avez-vous des propres mots? Pouvez-vous nous dire plus sur l'incident? Pouvez-vous partager avec moi ce que vous ressentez en ce moment? Voilà, je vous remercie. C'était